Imaginez-vous dans une salle faiblement éclairée du Palais Royal de Madrid, en 1700. Vous venez d'assister à un événement qui intriguera la science médicale pendant des siècles. Le monarque le plus puissant d'Europe a succombé, et les médecins royaux sont sur le point de découvrir quelque chose d'étonnant à l'intérieur de son corps, défiant toutes leurs croyances sur l'anatomie humaine. Charles II d'Espagne repose sans vie sur une table de marbre, la peau pâle et presque transparente sous la lueur des bougies. Pourtant, il ne s'agit pas d'une autopsie ordinaire, les découvertes qui suivront seront si stupéfiantes, si invraisemblables, que nombre d'entre elles seront considérées comme des inventions pendant plus de 300 ans. Le médecin-chef s'avance, les mains tremblantes, ses instruments chirurgicaux luisant dans la lumière dorée. Ignorant qu'il s'apprête à consigner l'un des mystères médicaux les plus étranges de l'histoire, un roi dont le corps recèle des secrets qui remettraient en question les fondements mêmes de la médecine. Certains théoriciens spéculent que certaines parties de l'autopsie de Charles auraient pu être dissimulées pour des raisons politiques ou religieuses, potentiellement cachées dans des archives confidentielles, bien que cela reste à prouver. En explorant ces avancées médicales méconnues, si vous aimez exhumer les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. N'hésitez pas à indiquer votre localisation ci-dessous. Il est stupéfiant de constater que nous démêlons simultanément ces énigmes anciennes depuis différentes parties du monde, reliées par le temps et l'espace par notre curiosité mutuelle pour le passé. Le récit qui suit n'est pas un simple récit des extravagances royales ou des manœuvres politiques. Il raconte plutôt comment des siècles de consanguinité au sein des familles royales ont produit un individu si génétiquement déficient que son existence a défié les limites de ce que la science médicale pensait possible. Charles II n'était pas seulement le dernier monarque Habsbourg d'Espagne, il incarnait une catastrophe génétique défiant toute explication médicale moderne. Son autopsie a révélé des pathologies si extraordinaires que les médecins contemporains peinent encore à les comprendre. Cependant, c'est l'histoire d'un autre Charles II qui se dévoile avec autant d'intrigue et de choc. Charles II d'Angleterre a péri 85 ans avant son homologue espagnol, et les conclusions de son autopsie cachent un récit distinctif, mais captivant, de tromperie royale et de vérité cachée. 2 rois, 2 nations, 2 séries de résultats d'autopsie qui allaient transformer fondamentalement notre compréhension de la médecine royale, mais un seul d'entre eux détenait un secret si périlleux, si politiquement explosif, qu'il est resté voilé pendant des siècles. Nous commencerons par le Charles espagnol, dont l'histoire reflète un récit d'horreur médicale. En 1661 naquit Charles II d'Espagne, fruit de l'une des expériences de consanguinité les plus extrêmes de l'histoire. Sa lignée ressemblait moins à un arbre qu'à une ligne électrique, ses noms récurrents suggérant une boucle déconcertante de duplication génétique issue de la dynastie des Habsbourg. Leur pratique séculaire de mariages interparents, y compris entre oncles et nièces, culmina avec la naissance de Charles, laissant son niveau de consanguinité dépasser celui des enfants nés de couples frères-sœurs. Comprendre cette réalité, c'est comprendre que la lignée royale avait atteint une telle concentration que Charles était plus consanguin que les enfants issus de frères et sœurs. Dès sa naissance, il devint évident qu'un problème génétique était apparu. Charles ne commença à marcher qu'à 6 ans et ne parla de manière cohérente qu'à 8 ans. Charles présentait de graves anomalies physiques, telles qu'une tête surdimensionnée, une mâchoire proéminente l'empêchant de manger correctement et une langue géante rendant la communication difficile. Cependant, ces défauts n'étaient que des signes superficiels de dommages génétiques profonds. À mesure que Charles atteignit l'âge adulte, il apparut que les dommages allaient bien au-delà de ce que l'on avait anticipé. Le jeune monarque souffrait d'un ensemble de troubles génétiques graves, un fait désormais reconnu par les professionnels de la santé de l'époque, qui lui permit miraculeusement de vivre. Les médecins du palais constatèrent des crises prolongées le rendant inconscient pendant des heures. Ses membres restaient parfois immobiles pendant des jours. Il connut des épisodes mélancoliques, où il tombait dans un état catatonique, fixant les murs d'un air absent pendant des semaines. La cour s'adapta aux crises médicales imprévisibles de son roi, toujours incertaine du moment où il allait s'effondrer ou de la durée de son incapacité. Les archives du XVIIe siècle décrivent Charles comme souffrant de maladies chroniques. Pourtant, sa détérioration n'était pas sporadique, mais plutôt un déclin méthodique. Chacun de ses systèmes corporels s'affaiblissait simultanément, suggérant que son patrimoine génétique avait délibérément compromis sa longévité. Le plus triste de la maladie de Charles résidait dans son désir ardent d'engendrer un héritier. Marié 2 fois, il resta sans descendance, et l'incapacité de perpétuer la dynastie des Habsbourg le hantait d'une honte et d'un désespoir profond. Les documents du palais révèlent qu'il consulta de nombreux médecins, alchimistes et faiseurs de miracles autoproclamés, chacun promettant des remèdes à ses énigmatiques maux. Ce qui rend l'état de Charles médicalement intrigant,
c'est que ces symptômes étaient si graves et disparates que les professionnels de la santé du XVIIe siècle manquaient de compréhension pour interpréter leurs observations. Les experts ont lié son état à diverses explications, allant des possessions démoniaques au châtiment divin, ignorant qu'il assistait à l'aboutissement de l'une des expériences génétiques les plus draconiennes de l'histoire. À la mort de Charles, le 1er novembre 1700, à l'âge de 38 ans, une autopsie fut demandée pour la première fois pour un roi, en raison des circonstances mystérieuses et des immenses implications politiques. Habituellement, les rois étaient enterrés en toute sécurité, mais cette mort nécessitait des explications. L'autopsie fut pratiquée à l'aube par les médecins les plus compétents de Madrid. Leurs conclusions, relatées dans des rapports dignes de science-fiction, révélèrent que le corps de Charles était un condensé d'impossibilités, des conditions si extrêmes que les médecins contemporains continuent de remettre en question l'exactitude des récits historiques. Étonnamment, ce récit du Charles espagnol croise une énigme encore plus captivante. À 480 km de là et 15 ans auparavant, un autre monarque, Charles II, s'éteignait dans des circonstances mystérieuses. Charles II d'Angleterre régna 25 ans, endurant peste, incendie, troubles politiques et contestation constante de son trône. Contrairement à son homologue espagnol, le Charles d'Angleterre était réputé pour sa santé robuste, son goût pour les activités physiques et son enthousiasme légendaire pour les plaisirs de la vie. Fervent défenseur des sciences, fondateur de la Royal Society, il était fier de sa soif intellectuelle. Cependant, sous l'image publique de bien-être et de vigueur, Charles II se livrait à des expériences clandestines qui finiraient par lui coûter la vie. Le Charles d'Angleterre construisit un laboratoire secret au sous-sol du palais de Whitehall, où il passa de nombreuses heures à réaliser des expériences alchimiques. Sa principale fascination était le mercure, ce métal liquide mystérieux qui, selon les alchimistes, détenait le secret de la transformation des métaux communs en or. À l'insu de Charles, ces expérimentations chimiques rudimentaires lui causaient peu à peu des dommages par l'intermédiaire de l'une des substances les plus mortelles connues de l'humanité. Les premières manifestations furent légères, tremblements des mains qu'il attribuait au vieillissement, distractions lors des réunions du conseil et quelques difficultés d'élocution que les courtisans ignoraient poliment. Cependant, à mesure que le mercure s'accumulait dans son organisme, les signes devinrent indéniables. Le 2 février 1685, Charles succomba pendant ses rituels matinaux, hurlant de douleur sous l'effet de crises d'épilepsie. Les médecins royaux furent appelés d'urgence, mais leurs découvertes bouleversèrent leur connaissance médicale. Les symptômes du roi étaient différents de tout ce qu'ils avaient pu observer, et leur remède allait se révéler presque aussi dangereux que la maladie elle-même. Les 3 jours qui suivirent furent le théâtre de tourments médicaux qui feraient frémir les médecins contemporains. Les médecins saignèrent Charles sans relâche, prélevant des litres de sang, pensant que cela éliminerait les fluides corporels nocifs. Ils appliquèrent des ventouses chaudes sur sa peau, provoquant d'importantes cloques, pensant qu'elles éliminaient des toxines. Ils le forcèrent à ingérer des émétiques qui déclenchèrent de violents vomissements et diarrhées. Cependant, le plus troublant des derniers jours de Charles ne résidait pas dans les procédures médicales douloureuses qu'il subit. C'était le secret qui l'emporta sur son lit de mort, une révélation si politiquement explosive qu'elle resta cachée à nombre de ses sujets pendant des siècles. Alors qu'il était mourant, Charles demanda quelque chose qui allait stupéfier la nation protestante qu'il avait gouvernée pendant plus de 2 décennies. Lors d'une cérémonie méticuleusement planifiée et strictement confidentielle, le monarque, qui avait défendu l'Église d'Angleterre tout au long de son règne, était sur le point de révéler ses véritables convictions. La révélation sur le lit de mort de Charles allait marquer l'histoire anglaise pour les générations futures, mais l'urgence était l'autopsie qui allait suivre. Les découvertes des médecins dans le corps de Charles allaient constituer le premier cas enregistré d'empoisonnement industriel moderne, dont l'importance ne serait reconnue que 3 siècles plus tard. 2 monarques, 2 autopsies, 2 séries de découvertes qui remettaient en question tout ce que le monde médical pensait savoir sur l'anatomie humaine. Cependant, une seule d'entre elles dissimulait un secret si dangereux qu'il devait être enterré avec le corps lui-même. L'autopsie de Charles II d'Angleterre commença quelques heures seulement après sa mort, pratiquée par les mêmes médecins royaux qui l'avaient tourmenté par leur traitement durant ces derniers jours. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur de son corps apporta les premiers éléments d'une énigme qui ne serait complètement déchiffrée qu'au XXe siècle. L'examen du cerveau de Charles révéla des indices cruciaux. On découvrit un volume anormal de liquide dans ses ventricules cérébraux, symptôme reconnu par la médecine moderne comme révélateur d'une intoxication aux métaux lourds. Cependant, les médecins du XVIIe siècle manquaient de connaissances pour interpréter ces observations. Ils notèrent avec soin des observations telles qu'une accumulation anormale de liquide, une dilatation des vaisseaux sanguins et une décoloration du tissu cérébral. Ce qu'ils ne comprenaient pas à l'époque,
c'est qu'ils observaient les effets physiques d'une exposition prolongée au mercure. Chaque matin, dans son laboratoire clandestin, à chauffer du mercure dans des creusets ouverts, il inhalait sans s'en rendre compte des vapeurs invisibles qui pénétraient directement dans sa circulation sanguine et se concentraient dans son cerveau. Les tremblements, la désorientation et les convulsions qui marquèrent ces derniers jours étaient tous caractéristiques d'une intoxication au mercure. Cependant, il fallut attendre 300 ans pour que la médecine établisse ces corrélations. L'autopsie de Charles a révélé une découverte frappante concernant ses cheveux. Des affirmations non prouvées indiquent que des échantillons de cheveux de Charles présentaient des taux élevés de mercure lors d'analyses réalisées selon des méthodes contemporaines. Cependant, aucun document définitif n'a été publié. Certains chercheurs spéculent que l'obsession de Charles pour l'alchimie, et plus particulièrement pour le mercure, aurait pu exacerber les symptômes évocateurs d'un empoisonnement, bien que les preuves solides d'auto-expérimentation soient largement spéculatives. Néanmoins, l'empoisonnement au mercure n'était qu'une pièce du puzzle. Le véritable secret que Charles emporta dans la tombe était bien plus risqué politiquement que n'importe quel problème de santé. Alors qu'il était sur son lit de mort, conscient que son royaume protestant ne tolérerait jamais ce qu'il s'apprêtait à révéler, Charles planifia méticuleusement la tromperie la plus habilement exécutée de l'histoire royale anglaise. Le monarque fit appel à son frère Jacques, duc d'York, et lui donna des instructions qui devaient être exécutées avec la plus grande discrétion. Tous les domestiques du palais furent libérés et les chambres furent verrouillées par 2 serrures. Un événement se déroulait qui allait échapper au Parlement, à l'Église d'Angleterre et au peuple anglais. Le père John Huddleston, prêtre catholique qui avait autrefois sauvé Charles lors de la bataille de Worcester, fut discrètement admis dans les appartements du roi par des passages secrets. L'homme qui avait aidé Charles à échapper aux troupes de Cromwell 34 ans plus tôt était désormais sollicité pour une mission périlleuse. Dans la chambre royale faiblement éclairée, en présence uniquement des plus fidèles courtisans catholiques, Charles II révéla ses transgressions, renia sa foi protestante et accepta l'Église catholique romaine. Le roi, qui avait défendu la domination anglicane pendant 25 ans, expira en se convertissant au catholicisme. Ses véritables convictions religieuses furent dévoilées dans ces derniers instants. Les conséquences politiques furent immenses. Si les sujets protestants de Charles avaient appris sa conversion secrète au catholicisme, cela aurait pu déclencher une nouvelle guerre civile. Le souvenir traumatisant de l'oppression catholique sous la reine Marie resta vivace dans l'esprit des Anglais, et l'appréhension du contrôle papal sur la monarchie fut un facteur dominant de la politique du XVIIe siècle. La cérémonie de sa conversion fut marquée par un drame intense. Alors que le père Huddleston tentait de donner à Charles l'hostie consacrée, celle-ci se logea dans la gorge du roi. Il fallut aller chercher de l'eau pour l'aider à avaler, et des témoins oculaires rapportèrent qu'il murmura au prêtre « Vous m'avez sauvé la vie 2 fois maintenant, d'abord mon corps, puis mon âme ». Le secret fut gardé avec la plus grande discrétion. Pendant des siècles, les historiens ne le découvrant que bien plus tard. Aucune trace de conversion religieuse ne figurait dans les archives officielles, et les évêques anglicans qui célébrèrent les funérailles de Charles ignoraient qu'ils enterraient un monarque catholique. La tromperie de Charles fut si complète que de nombreux membres de sa propre cour ignorèrent les événements de ces dernières heures. Cependant, sa conversion n'était pas entièrement impulsive, des documents diplomatiques secrets découverts dans les archives françaises indiquaient que Charles préparait ce moment depuis des années. En 1670, il avait conclu le traité de Douvres avec Louis XIV, acceptant de se convertir au catholicisme en échange de l'or et de l'aide militaire française. Ce traité dissimulait une clause garantissant que Louis enverrait 6000 soldats pour l'aider à réprimer toute révolte protestante après sa conversion. Pendant 15 ans, Charles avait différé le respect de cet engagement, usant de divers prétextes pour différer sa conversion publique tout en continuant d'accepter des financements français. Comprenant parfaitement que déclarer son allégeance catholique mettrait en péril son règne, il ne pouvait néanmoins renoncer complètement à la foi qu'il avait soutenue pendant les moments les plus difficiles de son exil. La conversion de Charles II sur son lit de mort représentait une concession à sa propre conscience. En mourant catholique, il pouvait éviter les répercussions politiques d'un règne fondé sur de telles croyances, tout en satisfaisant ses exigences spirituelles et en assurant sa survie politique. Ce fut un jeu complexe de tromperie royale, lui permettant de satisfaire à la fois ses penchants religieux et son instinct de survie politique. Simultanément, en Espagne, l'autopsie de Charles II révéla des anomalies médicales qui laissèrent les médecins perplexes pendant des siècles. Le rapport du médecin-chef, rédigé méticuleusement en latin, détaillait des affections qui semblaient contraires aux lois biologiques humaines. Selon les conclusions de l'autopsie, son cœur était décrit comme « de la taille d'un grain de poivre », un détail qui continue de susciter le débat parmi les cardiologues contemporains quant à sa véracité. Malgré un cœur incapable de fonctionner à de telles dimensions,
Charles a réussi à vivre 38 ans avec cette maladie. Ce qui rendait la chose encore plus intrigante était l'affirmation d'un médecin selon laquelle il n'y avait pas une seule goutte de sang, peut-être une exagération ou une représentation symbolique de sa grave anémie ou de son trouble circulatoire. Cette découverte, jugée invraisemblable par de nombreux historiens, a été rejetée comme une exagération ou une mauvaise interprétation. Cependant, une analyse génétique récente des affections de la lignée des Habsbourg suggère que l'autopsie a révélé des anomalies des organes reproducteurs de Charles, un testicule étant décrit comme « noir comme du charbon ». Les théoriciens modernes émettent l'hypothèse d'une possible intersexualité, mais il n'existe pas de consensus médical. La découverte la plus inquiétante fut gardée pour la fin, les médecins ont trouvé le crâne de Charles rempli d'eau lors de l'examen de sa tête. L'hydrocéphalie, une maladie présente du vivant de Charles, provoquait continuellement des maux de tête, des troubles cognitifs et des crises d'épilepsie qui l'affectèrent toute sa vie. La pression du liquide accumulé était insupportable, transformant chaque jour en une lutte contre une douleur intense. Le rapport d'autopsie espagnol concluait par une évaluation médicale frisant l'impossible. Le rein contenait 3 gros calculs, les intestins étaient putréfiés et gangrenés, les poumons étaient corrodés et tout son corps présentait des signes de décomposition qui semblaient s'être produits avant la mort. Ces découvertes étaient si radicales qu'elles contredisaient toutes les croyances des médecins du XVIIe siècle sur l'anatomie humaine. Comment une personne pouvait-elle supporter des lésions organiques aussi importantes? Comment un cœur aussi petit qu'un grain de poivre pouvait-il continuer à fonctionner? Comment le corps pouvait-il survivre sans sang? Des siècles plus tard, la génétique moderne a révélé les conséquences dévastatrices et l'ampleur de la consanguinité des Habsbourg chez Charles II d'Espagne, révélant non seulement un homme malade, mais le produit ultime d'une expérience génétique qui a poussé la biologie humaine à ses limites. Cependant, une découverte de son autopsie a été jugée trop surprenante, trop périlleuse politiquement pour être incluse dans les archives officielles. Cette révélation secrète a été conservée dans les archives du Vatican, toujours classée et accessible uniquement à quelques historiens de la médecine tenus au secret quant à son contenu. Qu'y avait-il de si effroyable pour nécessiter des siècles de dissimulation? Quelle découverte aurait pu surpasser un corps vidé de son sang ou un cœur de la taille d'un grain de poivre? La vérité révélée à l'intersection de la médecine, de la politique et des croyances religieuses était dissimulée dans l'autopsie d'un roi d'Espagne, menaçant les piliers même de la monarchie divine. Le secret ultime dissimulé dans l'autopsie de Charles II n'était pas lié à ses organes ou à son sang, il remettait en cause le principe même de la royauté. Lors de leur ultime examen cérébral, les médecins ont découvert un élément qui aurait porté atteinte au droit divin des rois s'il avait été révélé. Le tissu cérébral contenait un récit contraire à tout ce que l'Église catholique soutenait concernant la lignée royale et les dirigeants consacrés par Dieu. Enfouis au plus profond de la matière cérébrale, ils ont découvert des indices d'anomalies structurelles importantes qui surpassaient l'hydrocéphalie précédemment documentée. Malgré de graves troubles du développement cérébral, si importants que les neurologues contemporains les jugeaient incompatibles avec la conscience humaine, ce monarque a gouverné un empire pendant 35 ans. L'énigme était de savoir qui avait orchestré la politique espagnole pendant des décennies si les capacités cognitives du roi étaient altérées. Les réponses ont émergé d'une étude minutieuse des archives du palais accompagnant le rapport d'autopsie. Des éléments probants montrent que les décisions de Charles étaient fréquemment influencées, et parfois contrôlées, par ses conseillers et sa famille, soulevant ainsi des interrogations ancestrales sur son véritable pouvoir. Les individus qui contrôlaient le règne de l'Espagne étaient ceux qui orchestraient le trône, entretenant habilement l'apparence d'une compétence royale tandis que l'empire se dégradait. Il parait Charles de ses atours royaux, le plaçait sur son trône pour les démonstrations publiques et guidait le discours qu'il devait prononcer lors des cérémonies. Le droit divin des rois n'était qu'une grande mascarade théâtrale, cependant, ce qui rend cette révélation si politiquement volatile, encore aujourd'hui, est que le Vatican a été impliqué dans le maintien de cette tromperie pendant des années. Les responsables de l'Église étaient au courant de l'état de santé de Charles depuis sa jeunesse, ont participé à sa dissimulation et ont maintenu son règne, tout en sachant que l'Espagne était dirigée par une marionnette mentalement déficiente. Les conclusions de l'autopsie pouvaient révéler non seulement le faux règne de Charles, mais aussi le dilemme plus vaste de la manière dont de nombreux autres monarques européens auraient pu être manipulés de la même manière. Si un individu dépourvu de raisonnement logique pouvait détenir la couronne d'Espagne, quelles conséquences cela aurait-il sur la validité du pouvoir royal en Europe? C'est pourquoi les conclusions les plus incriminantes de l'autopsie de Charles ont été dissimulées dans les archives du Vatican, classées selon les mêmes règles de confidentialité que les textes religieux confidentiels. L'Église catholique ne pouvait se permettre de reconnaître son soutien à un monarque dont l'intellect était si affaibli qu'il ne comprenait pas les principes fondamentaux de la gouvernance.
La tromperie allait au-delà des preuves médicales. Les archives du règne de Charles révèlent une stratégie délibérée de tromperie, destinée à masquer la véritable étendue de son incapacité. Les artistes de la cour étaient chargés de le représenter de manière à minimiser ses anomalies physiques. Les portraits officiels présentent un roi qui semble simplement mélancolique, plutôt que gravement handicapé. Les échanges diplomatiques révèlent que les ambassadeurs étrangers rencontraient Charles lors de brèves rencontres protocolaires, orchestrées pour éviter tout dialogue substantiel. Lorsque des conversations prolongées étaient nécessaires, les ministres prenaient le rôle de porte-parole du roi, feignant d'interpréter ses désirs, tandis que Charles restait silencieux et fixait les murs d'un air absent. Le plus triste dans cette tromperie résidait dans le fait que Charles semblait avoir une faible conscience de ses propres limites. Le personnel du palais se souvenait de ses interrogations sur les raisons pour lesquelles on le regardait bizarrement ou pourquoi il ne se souvenait pas des conversations des heures précédentes. Ces brefs moments de lucidité étaient, semble-t-il, emplis de perplexité et de gêne face à son état. Cependant, l'appareil politique de la monarchie absolue ne pouvait admettre ces vérités sans compromettre sa propre structure. Si les monarques régnaient par mandat divin, alors c'était la volonté de Dieu que Charles gouverne l'Espagne, quel que soit son état mental. Remettre en question cette idée aurait sapé le concept même de monarchie héréditaire, qui maintenait l'unité européenne à cette époque. La conversion catholique clandestine de Charles, un Anglais, paraît insignifiante comparée à cette révélation espagnole. 7. Révélation dépassait la foi personnelle et pénétrait l'essence même de l'autorité politique. Elle démontrait qu'un empire comptant des millions de sujets pouvait être administré par quelqu'un incapable de saisir le concept de gouvernance. L'étude contemporaine des données génétiques des Habsbourg corrobore ce que ces médecins du XVIIe siècle soupçonnaient sans parvenir à saisir pleinement. L'ampleur de la consanguinité dans la lignée de Charles avait produit un individu qui constituait une impasse génétique, l'aboutissement de siècles d'isolement reproductif dépassant les limites de la durabilité de la biologie humaine. L'analyse chromosomique de 1700 révèle une catastrophe génétique d'une ampleur inconcevable autrefois. Charles, l'individu en question, possédait de nombreuses copies de gènes récessifs qui, en temps normal, ne coexisteraient pas au sein d'une même entité. Son ADN était si altéré que chaque cellule de son corps luttait contre sa programmation naturelle, ce qui a conduit à la séquence documentée de défaillances organiques révélées par l'autopsie. Cependant, ce sont les lésions cérébrales, découverte la plus marquante, qui ont révélé la tromperie fondamentale de la monarchie absolue. Cette maladie génétique a suscité des interrogations profondes et troublantes sur les racines de la monarchie et sur la capacité du principe de droit divin à résister aux vérités intransigeantes de la biologie humaine. Le roi, qui exigeait une loyauté indéfectible de la part de ses sujets, était incapable de comprendre le concept même d'autorité. Cette réalité cachée continue d'être dissimulée dans les archives du Vatican, une vérité trop périlleuse pour être admise même 3 siècles plus tard. L'autopsie de Charles II d'Espagne n'a pas seulement révélé des implications médicales, elle a dévoilé les contradictions inhérentes au régime héréditaire lui-même, que certains jugent trop périlleux de révéler, même des siècles après leur disparition. Dans cette chambre du palais de Madrid, les bougies vacillantes éclairent non seulement l'anatomie royale de Charles, mais aussi les ombres qu'un pouvoir incontrôlé projette sur la vérité elle-même, et les efforts que les sociétés peuvent déployer pour préserver des illusions réconfortantes sur l'autorité et la légitimité. Charles II d'Angleterre et Charles II d'Espagne ont tous deux été enterrés avec des secrets qui menaçaient les fondements de leur époque. Un seul secret parmi eux a été jugé suffisamment dangereux pour être éternellement caché. Il a été secrètement caché, où il murmure constamment des faits troublants concernant l'autorité, la génétique et la compulsion humaine à reconnaître la loi divine.